Heureux de vous accueillir, de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'International. Aujourd'hui, ce n'est pas une personnalité politique que nous allons accueillir, encore que, avec les intellectuels, il faut toujours se méfier. C'est un sociologue, un grand nom de la sociologie française. Michel Vivorca, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes notamment spécialiste des mouvements populistes et des mouvements d'extrême droite. Vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous écrivez, vous publiez avec nous. Nous allons parler de la France, de l'Europe, du terrorisme, des migrants, enfin un certain nombre de thèmes. Beaucoup de questions donc avec Sophie Malibaud de RFI et avec Philippe Ricard du quotidien Le Monde. Michel Vivorca, peut-être avant de commencer à parler de ce livre que vous publiez, Le séisme, où vous envisagez l'élection l'année prochaine donc de Marine Le Pen comme présidente de la République. Une question. Nous sommes aujourd'hui le 1er mai, la fête des travailleurs. Il y a habituellement, dans tous les pays du monde, ça a d'ailleurs commencé, des grandes manifestations. C'est mort le 1er mai, notamment en France, comme fête des travailleurs? Premièrement, ce n'est pas totalement mort, et nous allons voir aujourd'hui une manifestation, à mon avis, un peu plus active que celle des années précédentes, tout simplement parce que nous sommes dans un moment où il y a une opposition ouvrière et, disons, du monde du travail à un projet de loi gouvernemental, ce qui est assez ennuyeux pour un gouvernement de gauche. Donc, c'est la première chose que je voudrais dire, ça n'est pas mort, ça peut remonter. Et puis, deuxièmement, il y a quand même une caractéristique française assez stupéfiante, c'est que le 1er mai, en France, est devenu non seulement la fête du travail, mais aussi la fête du Front National, avec aujourd'hui 2 manifestations distinctes. Et donc, nous sommes dans un pays où, d'un côté, le monde du travail conteste un gouvernement de gauche, et deuxièmement, le jour de la fête du travail, c'est aussi la fête Jeanne d'Arc du Front National. Le paradoxe n'est peut-être qu'apparent, parce que finalement, on sait que dans le monde ouvrier, le premier choix électoral est le choix de l'extrême droite. Oui, mais enfin, les ouvriers qui se reconnaîtront dans les manifestations qu'organise le Front National ne s'exprimeront pas vraiment en tant que travailleurs. Alors, avant de vous poser les questions donc avec Sophie Malibaud et Philippe Ricard, je vais vous proposer à nos auditeurs et téléspectateurs donc un rappel de la situation politique française à 1 an de l'élection présidentielle, et ça va appeler vos commentaires. François Hollande aimerait beaucoup tenter sa chance une seconde fois. Le chef de l'État français a lié son destin à l'inversion de la courbe du chômage. Et même si cette semaine, pour la première fois depuis 2000, le chômage a reculé en France, rien ne dit que cette tendance sera durable. Même investi candidat, François Hollande semble trop déconsidéré aujourd'hui pour l'emporter dans 1 an. Impopulaire comme son Premier ministre Manuel Valls, le martial, l'autoritaire. L'état d'urgence, la déchéance de nationalité. Le gouvernement socialiste est allé loin dans le registre sécuritaire, jusqu'à la rupture avec le cœur de son électorat à gauche. Nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte terroriste, même s'il est né français. Le projet de loi travail a fini de souder les mécontents. Des centaines d'entre eux passent leur nuit debout à Paris et ailleurs et tentent d'inventer autre chose. Emmanuel Macron, lui, s'émancipe, vient de créer son mouvement. Le ministre de l'économie s'envole dans les sondages. Populaire, il l'est, mais auprès des électeurs de droite. Les socialistes sont écartelés, la gauche déboussolée, mais la droite ne présente pas un front plus uni. Ils sont déjà à 12 concurrents pour la prochaine primaire de la droite et du centre, qui aura lieu en novembre. Nicolas Sarkozy, le chef des Républicains, ne s'est pas encore officiellement déclaré. Mis en examen, sa route vers la présidentielle ne sera pas sans embûches. Alain Juppé reste pour l'heure dans son camp le mieux placé. L'horizon est bien plus dégagé au Front National. Marine Le Pen est candidate pour 2017 et pourrait, selon plusieurs projections, figurer au second tour de la prochaine présidentielle. Je vous avais prévenu, Michel Vivorca, beaucoup de questions à travers donc cette situation politique française. Première question, Sophie Malibaud, RFI. Michel Vivorca, je voudrais savoir, qu'est-ce que, selon vous, en tant que sociologue, quand vous voyez les mouvements de contestation actuels, pour vous, qu'est-ce qu'il y a derrière la contestation? Tout à l'heure, vous nous disiez une opposition ouvrière à la loi du travail. Est-ce que c'est si sûr que ça? Ce sont les ouvriers qui sont dans la rue contre la loi du travail? Ou c'est plus diffus que ça, plus complexe? Alors, c'est beaucoup plus diffus que ça. J'ai voulu souligner le fait qu'aujourd'hui, c'était une fête qui avait une forte symbolique ouvrière. Mais évidemment, les contestations, mais il y a 2 choses. Il y a une loi, un projet de loi
qui a suscité une mobilisation précise. Et puis, il y a autre chose qu'on vient de voir d'une certaine façon dans les images que vous nous avez présentées, qui est un double phénomène de droitisation du pouvoir depuis le 13 novembre. Vous avez eu, après les attentats, les tueries du 13 novembre dernier, à Paris, vous avez eu deux phénomènes importants. D'une part, un durcissement, les mots ont été utilisés, martial du pouvoir, la déchéance de la nationalité, nous sommes en guerre, enfin, un certain nombre de choses, et des mesures d'exception, appel à l'introduction dans la Constitution de l'état d'exception, les mesures d'urgence, etc. Le pouvoir s'est droitisé, j'ai envie de dire, sur un front qui devenait un peu identitaire, premièrement. Et en même temps, la première version du projet de loi El Khomri était une version droitisée également, mais là en termes économiques. Elle plaisait beaucoup au patronat et, disons, à la droite. Et donc, vous avez eu une sorte le pouvoir s'étant déporté vers la droite, a laissé au centre un énorme vide. Et c'est dans ce vide qu'ont commencé à s'engouffrer, pour la première fois, des paroles citoyennes qui se dégelaient en quelque sorte. Et finalement, ça n'a plus tellement de rapport avec la contestation contre cette loi. Il va y avoir un débat au Parlement à partir de mardi, cette semaine. Donc, on voit maintenant que la contestation contre la loi, elle vient des deux bords, finalement. Est-ce que cette loi elle-même, elle a une chance de passer, ou est-ce qu'il va y avoir forcément obstruction dans la rue à ce projet? Alors d'abord, on en est maintenant surtout au moment du débat parlementaire. Ouais. Est-ce que les députés de gauche vont voter cette loi? Aujourd'hui, je n'en suis pas certain. Dans ces conditions, on a compris d'après le sujet que François Hollande lui rêvait toujours d'être à nouveau candidat l'année prochaine. Dans ces conditions, vous le voyez, à la fois se porter effectivement candidat et avoir la moindre chance d'être au second tour, effectivement, ou pas? Alors, c'est deux choses différentes. J'ai discuté récemment avec un ancien chef d'État, peu importe lequel, à qui j'ai pu poser la question. Est-ce qu'un ancien chef d'État... Non, étranger. Est-ce qu'un ancien chef d'État peut me dire... Est-ce que le président Hollande peut ne pas se représenter? Et cet ancien chef d'État a une expression terrible. Il m'a dit, s'il ne se représente pas, il sera un cadavre politique. C'est pas mince comme expression. Et donc, je ne pense pas qu'il puisse ne pas se représenter. Car s'il ne se représente pas, il pourra toujours se dire qu'il n'a pas voulu essayer de sauter l'obstacle. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, qu'est-ce qui lui arrivera s'il se présente? Les sondages indiquent deux choses. La première, c'est qu'il ne passerait pas le premier tour. Aujourd'hui. Et la deuxième, alors, ça me ramène à mon ouvrage, Philippe de On va en parler dans une seconde. La deuxième, c'est que si par hasard il était au deuxième tour, il serait battu par Marine Le Pen. Alors, je vous arrête un instant et je montre donc ce livre, où j'en parle aux auditeurs de RFI, que vous publiez, Le séisme, où vous placez dans l'hypothèse des premiers mois d'une victoire de Marine Le Pen. C'est une hypothèse, un travail d'imagination, ou bien est-ce que c'est une possibilité sur laquelle vous travaillez ? C'est un petit peu les deux, mais j'espère que cette fiction sera démentie par la réalité. Ouais. Mais parce que ce qui se passe, c'est quand même plutôt inquiétant, économiquement, politiquement, socialement. Au lieu de faire ce que font beaucoup d'observateurs, parfois très bien d'ailleurs, essayer de voir si Marine Le Pen a une chance ou pas d'être présidente, moi je me suis mis dans la position de dire, voilà, au cas où elle le serait, qu'est-ce qui se passerait? Et j'ai construit une analyse, un raisonnement, et ensuite j'ai transformé ça en fiction, mais avec des vrais personnages. Donc vous retrouvez des gens de la classe politique, des intellectuels. Et pas seulement l'extrême droite, il y a des ralliements, il y a une reconposition, etc. Oui. Bien entendu, bien entendu. Je dirais même que c'est le plus excitant pour un auteur de dire qui est-ce qui va aller à la soupe, qui n'ira pas, pourquoi, qu'est-ce qui se passe avec Nicolas Sarkozy, qu'est-ce qui se passe avec Henri Guénaud, etc., qu'est-ce qui se passe avec Dupont-Aignan, mais aussi qu'est-ce qui se passe dans le monde des médias, dans votre univers. Est-ce que vous avez eu des réactions par rapport après la sortie de ce livre, notamment dans le camp de l'extrême droite? Est-ce qu'il y a eu des gens qui sont manifestés? Alors, pour l'instant, je ne vous parle pas de ce que j'ai trouvé ici et là sur des réseaux sociaux, mais pour l'instant, j'ai eu droit aux éruptations de M. Bruno Gollnisch. Très, très violente. Figure de l'extrême droite. À deux reprises, à mon avis, il n'avait pas lu mon livre, mais quand même. Mais voilà. Parce que vous ne craignez pas de donner corps finalement à l'idée de cette
possibilité d'un Front National au pouvoir. Est-ce que, vous ne faites pas un peu son jeu en le montrant déjà aux affaires? J'ai un de mes amis qui m'a même dit, mais tu leur as indiqué quel devrait être leur programme dans ce livre. Vous leur donnez même la composition du gouvernement. Voilà. Ouais. Mais la réalité, c'est évidemment autre. Moi, j'ai écrit ce livre à partir de tout ce que je pouvais comprendre et connaître de ce mouvement. J'avais écrit 2 ans plus tôt un petit livre plus classique, si je peux dire, où j'analysais le Front National. Écoutez, j'espère que mon livre, s'il doit être lu, fera surtout réfléchir des gens qui n'ont pas encore complètement décidé. Si vous avez complètement basculé... Michel Weber, ce qui va surtout nous intéresser dans cette émission, c'est que devient la France au niveau diplomatique, notamment en Europe. On voit qu'il y a un renversement des alliances. C'est plus, évidemment, le couple franco-allemand et en prend un coup. Alors, il y a même une interview dans mon livre d'un très grand spécialiste de géopolitique, Michel Fouché. Je ne sais pas si c'est une vraie interview ou une fiction. On verra. On verra. Mais en tout cas, il y a une interview. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? 2 choses très, très importantes en matière de politique internationale. Premièrement, c'est le tropisme russe qui l'emporte très nettement. Donc, visite de Première la visite présidence officielle, c'est à Moscou. C'est à Moscou. Non pas donc, en Allemagne. Pardon? Et non pas en Allemagne. Et surtout pas en Allemagne. Et j'ajoute que c'est suivi quelque temps après comment dirais-je, d'un moment, de la première réunion des chefs d'État européens à Bruxelles, où là, les choses sont très très mal. Très très mal parce que c'est compliqué pour le Front National. Et je vais vous dire pourquoi. C'est compliqué parce que d'un côté, on sort de l'Europe, on sort de l'euro, on est dur, etc. On se rapproche de la Russie, on est contre tout ce qui se passe avec l'Allemagne, tout ça. Mais d'un autre côté, c'est pas si facile que ça. Il y a des traités. On ne sort pas exactement. Et puis, si on doit en sortir, ça nous coûtera très, très cher. Et donc, les Allemands, Juncker, etc., enfin, le monde européen fait savoir que si la France doit sortir de l'Europe, ou commencer à sortir, ça lui coûtera extrêmement cher. Donc, la Russie, contre la politique européenne de la France. Et puis 2, là, c'est des raisonnements... Il faut penser global, c'est-à-dire il faut savoir que ce qui se passe dans notre pays et ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est en permanence lié. Bon, or, le Front National essaie de convaincre l'électorat juif qu'il faut le soutenir. Et pour convaincre cet électorat juif... Netanyahou vient à Paris. Eh bien voilà, deuxième tournant géopolitique, rapprochement avec Israël, réception forte, si je puis dire, du chef d'État israélien. Les Israéliens accepteraient de venir à Paris rencontrer Marine Le Pen? Écoutez, jusqu'ici, ils se sont plutôt comportés de façon très nette. On ne veut pas la voir. Ouais. Ils ont refusé. Ils ont dit qu'elle peut venir en Israël comme touriste, comme citoyenne ordinaire, mais pas politiquement. Mais la politique et la diplomatie, ça n'est pas la morale. Si Israël trouve son compte dans des relations saines avec un gouvernement élu, pourquoi pas? Donc tout est possible. On voit néanmoins que lorsqu'elle se rend, par exemple, au Canada tout récemment, elle ne rencontre personne. Oui, mais aujourd'hui, elle n'est pas chef d'État. Moi, je vous parle d'une femme chef d'État. Sur le plan idéologique, vous dites que le Front National de Marine Le Pen est une alliance concilie les pulsions fascisantes avec une logique de respectabilité démocratique. Mais c'est pas complètement antinomique? Est-ce que la possibilité même de concilier ces 2 choses Alors, vous avez raison. Et le point est le suivant. Tant que le Front National n'est pas au pouvoir, les contradictions ne le gênent pas. Les discours populistes, les discours d'extrême droite ne sont jamais embarrassés par leurs propres contradictions. Pourquoi? Parce que c'est un discours, excusez le jargon anthropologique, c'est un discours mythique. On construit quelque chose qui ne correspond pas à la réalité, mais c'est du discours. Le problème, et c'est pour ça que vous avez raison, c'est que le jour où ils arrivent aux affaires, là, on est dans le réel, on est dans du dur. On peut plus par exemple, ce mouvement dit d'un côté, on est contre le maintien de la suppression de la peine de mort. Enfin, il faut en finir avec la suppression de la peine de mort. On va supprimer ça. Bon, alors on promet ça aux électeurs. Bon, très bien. Et puis on s'aperçoit que c'est pas possible, ou pratiquement pas possible. Donc on va chercher autre chose. Donc le jour où on se confronte, pour vous répondre, le jour où on se confronte aux réalités, les promesses deviennent intenables, mais en même temps on ne peut pas les abandonner, parce que si on les abandonne, on perd sa base.
Mais alors, dans ce raisonnement, vous voulez dire qu'une fois que le FN arrive au pouvoir, il s'adapte. Finalement, il fait comme les autres partis. Dans ces cas-là, ce n'est pas très dissuasif pour les électeurs. C'est arrivé en Italie, avec Fini, un parti qui s'appelait le MSI, qui était un parti de type fasciste. Et à partir du moment où le leader de ce parti a entraîné son mouvement dans les affaires Berlusconi, pour simplifier, eh bien, ça s'est dissous, ça a disparu. Donc, un scénario qui serait possible, c'est il devient tellement inscrit dans ce système, alors qu'il se présentait comme antisystémique, il devient tellement dans le système qu'un beau jour, ça se termine. Mais on n'en est pas là. On en est Sur pas là. sur la sortie de la zone euro, par exemple, dans votre fiction, vous voyez le Front National pousser les feux, c'est-à-dire essayer de tenter de quitter l'union monétaire. Et est-ce que vous sentez, d'un point de vue de sociologie, alors que l'opinion publique française est prête à ça ou pas? Mais justement, c'est pour ça que mon livre est une sorte de spirale où, dossier après dossier, on voit le Front National empêtré entre ses promesses, ses discours les plus durs, on sort de l'euro, on réintroduit la peine de mort, ce genre de choses, et des réalités qui le poussent dans l'autre sens. Ça n'est pas possible. Et ils en ont tellement conscience que, tout en continuant à dire qu'il faudra sortir de l'euro, en réalité, ce qu'ils essayent de faire, c'est d'obtenir des avantages plus grands pour la France au niveau européen. Un Mais peu tout comme ça, les Britanniques actuellement. on peut avoir un peu ce ce genre d'image. Et donc, si vous voulez, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'il ne faut pas avoir des images trop simples. C'est pas seulement, vous avez raison, c'est pas seulement un parti avec des pulsions fascisantes. Ça existe, ou extrémistes. Ça existe. C'est pas seulement ça. C'est une réalité plus compliquée. Et au bout du compte, ils s'empêtrent dans tout ça et ça, Et vous semblez dégénère. dire que finalement, le Front National est soluble dans la démocratie. Non, je pense que... Alors, tout mon livre est construit pour essayer de montrer que contradiction de plus en plus ingérable après contradiction de plus en plus ingérable, tout ça ne peut pas durer très très longtemps. Je ne raconte pas la fin, mais tout ça ne peut pas tenir. C'est pas que ce soit soluble dans la démocratie, c'est que ce n'est pas soluble dans ses propres contradictions. C'est-à-dire que l'expérience tourne à la catastrophe, in fine? Alors, moi, ce que j'ai décrit, c'est pas une catastrophe. C'est, si vous voulez, pour simplifier, une sorte de retour à la case départ, mais en pire, c'est-à-dire la crise des partis classiques, mais encore pire. Oui, mais alors, vous donnez un peu raison à ceux qui disent, bon, laissons le Front National, puisqu'il y a déjà beaucoup d'électeurs, laissons-le arriver au pouvoir, se frotter aux réalités du pouvoir, et il se défera de lui-même. Vous, du côté de ce point de vue-là, Alors, vous verrez dans mon livre que Brice Hortefeux donne une clé à la fin du livre, parce qu'il est ministre et qu'il démissionne. Vous verrez qu'à la fin du livre, il donne une clé qui va un peu dans le sens de ce que vous venez de dire. Michel Viorca, je le disais, on est le 1er mai. Traditionnellement, pour l'extrême droite en France, pour le Front National, c'est une grande manifestation autour de Jeanne d'Arc. Là, on a l'impression qu'il y a des courants. Il y a le père d'un côté, la fille de l'autre, et peut-être la petite fille également sur une autre approche. C'est une désunion de l'extrême droite en France. Elle implose. Qu'est-ce qui se passe? Non. Écoutez, si on veut regarder des partis qui implosent ou qui explosent, il vaut mieux aller regarder dans les partis classiques. Oui. Bon, eux, ils tiennent encore le coup. Simplement, on voit bien que le Front National est sous tension entre une logique sulfureuse, le père et Marion, d'un côté, la petite fille, et une logique qui essaie de, comme on a dit, de se dédiaboliser, d'être respectable, qui est Marine Le Pen. Ils sont sous tension, mais ça se tire de plus en plus parce qu'il y a eu des victoires électorales et parce qu'il y a des échéances électorales extrêmement importantes. Il y a déjà pas mal de défections. On parle de 10% a priori au niveau des élus du Front National. Est-ce que vous pensez qu'avant même l'échéance de 2017, il pourrait se produire suffisamment de tensions au sein de ce parti pour qu'il ait du mal finalement à passer le premier tour? Alors là, on rentre dans la boule de cristal, dans le mar de café, parce que la politique, ça va très vite, ça peut changer très très vite. Mais je pense que le Front National va monter encore, et sinon à la présidentielle, du moins aux législatives, qui suivront. Car on oublie trop souvent qu'en France, aujourd'hui, un mois après la présidentielle, il y a les législatives. Et par autant, mon scénario, Marine Le Pen présidente, est un peu... comment dirais-je, peu vraisemblable, mais bon, pas complètement invraisemblable. Mais autant une opposition aux législatives est possible. Aujourd'hui, ils auraient plus de députés que le PS. Voilà, on fait le point d'actualité sur les antennes de RFI, de TV5 Monde, et on se retrouve, Michel Viorca.
International, RFI TV5 Monde, Le Monde, aujourd'hui avec le sociologue Michel Vivorca qui est notre invité. On parlait de cette hypothèse que vous évoquez, l'accession en France de l'extrême droite, mais bien sûr élargissons. Est-ce qu'il y a un moment d'extrême droite actuellement en Europe? On peut parler, je ne sais pas comment on la dénomme, Europe centrale orientale, Europe de l'Est, etc., où on voit qu'en Autriche, un président d'extrême droite peut être élu dans quelques jours. On voit la Hongrie, on voit la Pologne. Il y a ce mouvement populiste. Historiquement, il y a une cohérence entre tout ça? Mais écoutez, je ne sais pas s'il y a une cohérence, mais en tout cas, on en voit dans de très nombreux pays. J'ai envie de dire, l'Espagne et le Portugal sont pratiquement les seuls grands pays indemnes aujourd'hui. Donc, vous avez la Scandinavie, le Danemark, la Suède, vous avez l'Allemagne. Vous avez l'Allemagne où il y a aujourd'hui même, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Le congrès de l'AfD, voilà. l'Alliance pour l'Allemagne. Donc, dans l'Allemagne, bon, alors en Autriche, c'est terrifiant. Et c'est terrifiant pourquoi? Parce que d'un côté, l'extrême droite obtient 35% des voix au premier tour d'une élection présidentielle, mais le deuxième parti, c'est les écologistes, un candidat vert qui lui doit avoir, je crois, 25%, et ensuite les partis classiques, les deux plafonnent à 11 et quelques disparaissent pratiquement. Et c'est des scénarios très inquiétants parce que, bon, mais Hongrie, tous les pays des Balkans, la Grèce, l'Italie, un peu partout, la Pologne, bon, un peu partout, on voit monter des mouvements d'extrême droite. J'ai envie de dire, tout ceci étant accentué fortement par la crise des migrants et par la façon dont elle est gérée aujourd'hui. Accentué seulement, vous dites, Michel Vivorca. Vous voulez dire que le facteur principal à cette montée d'extrême droite en Europe, qu'est-ce que c'est finalement? Est-ce que c'est l'impéritie des autorités de Bruxelles, par exemple? Écoutez, moi je pense qu'on vient de vivre une bonne quinzaine d'années de dégringolade de l'Europe. On peut le dire autrement, en termes plus choisis. Enfin, l'Europe va très mal. Mais ce qui est terrible, c'est que les autorités européennes, face à la crise des migrants, ont proposé quand même plus que ce que chacun des pays, je mets l'Allemagne à part, était disposé à accepter. Mais pourquoi leur discours ne passe pas auprès des Européens? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se disent, un peu comme aux États-Unis avec Trump, l'Amérique d'abord, mon pays d'abord, et que les gens se disent l'Europe, elle n'arrive pas à régler tous ces problèmes, fermons les frontières et chacun de nous, à l'intérieur, on saura se défendre beaucoup mieux. Repli national. Repli national. Il y a une tendance très puissante au repli national dans un très grand nombre de pays. Cette tendance, elle peut être incarnée par des partis d'extrême droite, mais pas seulement. Le souverainisme, comme on dit en France, c'est aussi une réalité très française. Et si on revient sur le congrès qui se tient donc aujourd'hui en Allemagne, le congrès de l'AfD, ils avaient une stratégie anti-euro au début, et ils sont aujourd'hui maintenant sur une stratégie anti-islam. Est-ce que finalement l'extrême droite ne prolifère pas aussi sur ces problèmes qu'il y a eu, les attentats qu'il y a eu en Europe, etc. Alors le terrorisme joue aussi. Et le racisme, tout simplement. Alors, le racisme, il se déplace, mais ça reste le racisme. Parce que quand on dit anti-islam, c'est pas raciste, c'est contre une religion. Mais enfin, tout ça, dans l'imaginaire, forme un tout. Tout ça, c'est des gens qui viennent d'ailleurs, c'est des Arabes, c'est des Noirs, enfin, oui, ce genre de choses. Bon, et donc l'islam ajoute au racisme classique une dimension de menace sur l'identité, sur les valeurs, sur la nation, qui est très forte, et l'image de l'invasion, enfin des images historiques qui sont réactivées. Comme on dit à l'extrême droite. Exactement. Philippe Ricard. C'est vrai qu'il y a une tendance au repli sur soi dans chacun des pays européens et problème qu'on connaît pour les institutions européennes. Mais vous pensez qu'il y a vraiment des solutions à trouver dans ce repli, effectivement, ou pas? Dans ce que propose le Front National, notamment sur le plan européen pour la France, est-ce que vous pensez que ça peut être de nature à rassurer effectivement les gens, ou est-ce que c'est simplement du populisme là-dessous? Moi, je pense que c'est catastrophique. Si vous voulez avoir mon jugement très personnel, je pense que ça n'aboutira à rien de positif, que ça ne réglera pas les questions, les difficultés économiques, questions migratoires, et que les questions migratoires, il faudra les régler d'une manière ou d'une autre, et que, parce qu'on a parfois aussi dit que le terrorisme profitait
des migrations pour pénétrer. C'est une plaisanterie. Un terroriste qui veut faire un acte terroriste n'est pas obligé de passer par la voie des migrations. Il y a bien d'autres façons d'entrer dans un pays comme la France ou d'y commettre des actes de type terroriste. Donc, je crois que les réponses de type Front National sont catastrophiques. Mais c'est tellement plus facile. Qu'est-ce qui est plus facile à comprendre? Si je vous dis la France d'abord, ou si je vous dis face à la mondialisation, on va construire une Europe, c'est plus compliqué, c'est plus difficile. Donc c'est le simplisme aussi. Est-ce que c'est pas aussi le manque de courage des partis de gouvernement qui n'ont pas pris le taureau par les cornes et qui finalement sont plutôt en train de courir derrière l'extrême droite pour essayer de gagner des électeurs de ce côté-là? Vous avez raison. J'ajouterais manque de courage et manque de vision. Je suis consterné. Je suis quelqu'un qui est connu pour ses opinions de gauche, mais ce que je dis peut valoir pour la droite tout aussi bien. Je suis consterné de voir l'absence totale de vision. Je n'ai aucune image de l'avenir que pourrait nous promettre un candidat de gauche aujourd'hui. De droite non plus. Mais pourquoi on en est arrivé là? Alors, je pense qu'on vit une époque qui a été dominée par la communication, qui a été dominée par l'actualité, par le poids, et qui a été dominée aussi, s'il s'agit de la France, par une confiance excessive dans les gestionnaires, les technocrates, les énarques, dans l'idée que des bons gestionnaires vont régler les problèmes. Autrement dit, ce qui s'est passé, c'est une sorte de dissociation entre, je vais le dire comme ça, le monde d'en haut et le monde d'en bas, entre la société et les élites politiques, médiatiques. Mais là encore, Michel Vieux-Vorka, c'est le discours du Front National, le discours anti-ENA, par exemple, et vous en parlez dans votre livre. Oui. Ah oui, j'installe l'ENA à Perpignan. Oui. Ouais. Mais, pourquoi pas? Mais alors, vous pensez qu'il y a des fondements à cet argument de décalage entre les élites et la population? Bien sûr, mais on peut y répondre autrement que par les propositions du Front National, qui lui-même... C'est-à-dire autrement comment? Autrement qu'en disant on ne veut plus voir d'énarques, on veut fermer l'ENA. Là aussi, c'est un autre exemple de ces situations où on dit ça, et puis on sait très bien que sans énarques, on ne sait pas faire de l'administration. Donc il en faut aussi. Il en faut aussi. Et donc, bon, mais je pense qu'on peut réfléchir à recréer des dynamiques. Et c'est pour ça, on n'en a pas du tout dit un mot, qu'avec tous ses défauts, avec toutes ses faiblesses, avec toutes ses limites, je pense qu'un mouvement comme Nuit debout mérite notre intérêt. C'est-à-dire, si l'on veut rapprocher ce monde d'en haut et ce monde d'en bas, le monde d'en haut est hors sol aujourd'hui, n'est plus en relation avec la société, eh bien, il faut que des paroles citoyennes existent, à condition, bien entendu, qu'elles-mêmes veuillent retrouver le contact avec la politique, ce qui est une autre affaire. Alors, vous savez que cette émission est diffusée très largement. Nous sommes notamment écoutés, et je salue les auditeurs et téléspectateurs en Afrique. Est-ce que cette Europe, est-ce que cette France peuvent rester attractives? Quelle image donne-t-on quand on est regardé du plus loin du Sud, par exemple, sur ce qui se passe, une classe politique morcelée en France, une Europe qui se referme? Quelle image, qu'est-ce que ça change dans notre relation aux autres et au Sud? Bon, je dirais d'abord que tout ceci crée une image pas très attirante. Ouais. C'est le moins qu'on puisse dire. Et vous savez, on a souvent parlé de la jungle de Calais, de tous ces migrants qui arrivent en France pour aller en Grande-Bretagne, avec une seule idée, traverser la France pour aller ailleurs. Il y a 50 ou 80 ou 70 ans, Maurice Chevalier chantait une chanson dans laquelle le refrain était « Et tout ça, ça fait d'excellents Français ». On venait d'ailleurs, d'Italie, de Pologne, et on n'avait qu'un rêve, devenir un excellent Français. Aujourd'hui, on vient d'ailleurs, et on n'a qu'un rêve, aller en Angleterre, ou en Scandinavie, ou en Allemagne. Et il y a très peu de ces migrants récents venus du Moyen-Orient, il y en a très peu qui veulent venir en France. Il y en a très, très peu. Et ils disent différentes choses. Ils disent, 1, il n'y a pas de boulot pour nous. 2, j'ai des amis, j'ai de la famille déjà en Angleterre, en Suède, etc. Et 3, les Français sont bien plus racistes que d'autres. 4, en plus, on n'arrête pas de nous demander nos papiers d'identité en France, alors que ce n'est pas du tout le cas en Angleterre. Il y a le problème de la langue aussi, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus souvent anglophones que francophones. En plus, voilà. Et donc, pour vous répondre, il y a de toute façon une image de la France qui est moins prestigieuse, moins belle.
Moi, mes grands-parents sont venus en France parce que c'était les Lumières. Parce que Ils venaient de c'était- Pologne. Bon, de Pologne, c'était la civilisation la plus belle, c'était ce qui faisait rêver des gens un peu intellectuels. Mais aujourd'hui, ça ne fait pas beaucoup rêver. Et malheureusement... Mais pardon de vous interrompre, quand vous regardez aujourd'hui, par exemple, ce pays dont vous parlez, la Pologne, politiquement, on se demande comment ce pays peut se sentir cohérent avec les valeurs de l'Europe. Aujourd'hui, c'est un pays qui fait partie de ces pays dont on parlait, tenté par tenté par l'extrême droite, avec un gouvernement qui prend des mesures très contraires aux valeurs et même aux règles de l'Union européenne. En matière de médias, par exemple, ils veulent imposer des prises de décision qui sont contraires aux règles européennes. Donc, c'est terrifiant tout ça. C'est terrifiant. Mais vous me posiez la question sur l'Afrique. Je pense que cette partie de l'Afrique, c'est pas toute l'Afrique qui regarde la France. Enfin, cette partie de l'Afrique qui regarde la France avec encore des images positives, elle doit être souvent amère et déçue. Il y a une autre gauche qui ne se porte pas très bien, c'est au Brésil, avec Dilma Rousseff, qui pourrait être empêchée, comme on dit. Pourtant, il y avait une valeur extrêmement forte avec Lula. Là aussi, on peut être étonné de cet effondrement. Alors, il faut savoir que dans les sondages, malgré les bêtises qu'il a pu faire, Lula reste très haut au Brésil. Que si demain il y avait l'élection présidentielle, il passerait presque au premier tour. Bon, mais la présidente est déconsidérée, mais surtout, c'est le Parlement qui est déconsidéré au Brésil, parce que ceux qui sont en train de demander la déchéance de la présidente sont peut-être beaucoup plus corrompus qu'elle, dans l'ensemble. Et donc, la situation brésilienne, c'est vraiment un système institutionnel qui va très très mal. Moi, je voulais revenir peut-être sur l'Europe et le débat sur le Brexit. Le vote à venir là, dans un mois et demi maintenant sur la sortie ou pas du Royaume-Uni de l'Union européenne. Est-ce que vous pensez que c'est un événement un peu prémonitoire? C'est une forme de consultation un peu pionnière? L'extrême droite britannique, le UKIP, le Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni, a quand même beaucoup plaidé pour cette sortie. Vous pensez que c'est un phénomène qui peut faire domino, en fait, en Europe, sur le continent? Comme j'ai peine à accepter l'hypothèse, j'ai peine aussi à me projeter dans cet avenir-là. Mais il est clair que... Il y aurait une belle fiction à écrire aussi. Comment ? Il y aurait une belle fiction à écrire aussi. Malheureusement. Mais bon, c'est compliqué parce que tout le monde au Royaume-Uni n'est pas comme ça et que aussi bien les conservateurs que les travaillistes peuvent être divisés sur cette affaire-là. Bon, sans parler si on a un regard plus territorial, en Écosse, par exemple, ils veulent rester dans l'Europe. Donc tout ça est certainement très compliqué. Mais je pense que si le Royaume-Uni décidait de sortir de l'Europe, alors ce serait une catastrophe pour tout le monde, y compris pour les Britanniques. Donc ça ouvrirait évidemment... ça obligerait... Alors il y a des gens qui raisonnent en disant la crise est salutaire. Ça créerait une crise salutaire. Moi, j'y crois pas du tout. Je pense que ça ouvrirait une crise tout court. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va gérer cette sortie? C'est très compliqué. Je fais partie d'une institution qui s'appelle European Research Council, ERC, les Français, qui gère des sommes considérables pour la recherche. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, le Royaume-Uni finance d'une part et reçoit d'autre part le fruit des décisions de European Research Council de façon très impressionnante. Ils sont certainement les premiers acteurs, si je puis dire, de cette politique scientifique européenne. Qu'est-ce qu'il va advenir le jour où le Royaume-Uni sortira de l'Europe? Il y aura des renégociations peut-être, comme la Suisse. La Suisse, qui n'est pas dans l'Union européenne, en matière scientifique, a des accords un peu particuliers avec l'Union européenne, jusqu'au jour où la Suisse vote pour restreindre la libre circulation. Pour restreindre la libre circulation, et qu'à ce moment-là, l'Union européenne lui dit si vous faites ça, vous ne pouvez plus participer à notre politique scientifique. Et tout est scientifique. suspendu, là, avec les Suisses, par exemple. Exactement. Depuis 1 an et demi, les 2 choses ans. sont un peu congelées, à ma connaissance, et il faut trouver des solutions. Évidemment, tout le monde veut que les gens raisonnables veulent que la science continue à progresser, qu'elle soit ouverte, qu'elle ne soit pas enfermée. Mais une sortie, je prends juste ce domaine, une sortie du Royaume-Uni poserait des problèmes considérables en matière scientifique. Je prends juste ce dossier-là. À propos des hypothèses qu'on évoquait il y a une seconde, une sortie possible de la Grande-Bretagne, est-ce qu'il n'y a pas ce qu'on a retrouvé au traité européen, où les élites, pour simplifier, où le pays d'en haut était tout à fait pour, et où peut-être ceux qui étaient plus laissés pour contre choisissaient de sortir? Est-ce qu'il y a sociologiquement une différence sur l'adhésion ou le rejet de l'Europe? Écoutez, dans l'ensemble, on pourrait dire ceci. Les extrêmes, de gauche comme de droite,
qui fonctionne sur un mode plus ou moins populiste, rassemble cette partie de la population politisée qui considère que le malheur vient de l'Europe et de l'euro, et les gens plus au centre, à droite comme à gauche, sont plutôt pro-européens. Ce serait ça l'image politique que je tirerais de votre remarque. Justement, au niveau des clivages dans la société politique française, mais aussi ailleurs en Europe, est-ce que vous pensez que vous y croyez, vous, à la fin du clivage gauche-droite et à son remplacement par un autre clivage qui est celui des extrêmes contre un centre ou contre le système? Ou des souverainistes contre les Européens, voilà, par exemple. ou les progressistes et les conservateurs. Oui, société ouverte et société fermée, nation homogène ou nation ouverte et tolérante, ça existe. Je pense qu'on est dans une période... Alors, il faut regarder les choses à l'échelle de l'histoire et pas simplement à une échelle trop courte. Je pense qu'à une échelle très courte, vous pouvez... Enfin, le scénario que vous évoquez peut se vérifier. C'est-à-dire on peut avoir effectivement ce sentiment que gauche-droite, c'est en train de se dissoudre. Sur un plus long parcours historique, je pense qu'il se reconstruira des idées de gauche et des idées de droite, ou des oppositions gauche-droite, mais pas dans les termes actuels. Donc, voilà. Et donc, on est certainement dans une sorte d'entre-deux. Je vais vous le dire comme ça. On sort d'un monde qui a été à gauche, ça suffit pour le raisonnement, à gauche, on pourrait dire des choses comparables à droite, qui a été un monde où il y avait deux grandes idéologies politiques. On était communiste ou on était social-démocrate. Tout ça, c'est fini. Le communisme, c'est pratiquement liquidé, et la social-démocratie va partout, là où elle existait, très très mal. Et donc, les modèles, il y en a d'autres, mais les modèles de gauche sont épuisés parce qu'on n'est plus dans les sociétés. On n'est pas en 36, puisqu'on est à 3 jours de 36. Ouais, on n'est pas en 36, avec un mouvement ouvrier fort, une société industrielle. Et donc, aujourd'hui, on est sorti de cette époque. On est orphelin un petit peu de ce qui donnait sens à l'idée gauche-droite pendant un siècle. Lorsque le Premier ministre Valls dit « la gauche peut mourir », ah ben moi, je pense qu'une gauche est en train de mourir. Une gauche est en train de mourir. Quand je vois ce qui se passe avec le Parti socialiste, les militants désertent les uns après les autres. Il n'y a plus personne dans les réunions de section. On m'a décrit des choses vraiment très, très dures. Et Nuit debout, c'est un mouvement de gauche? Nuit debout, c'est pas un mouvement politique. C'est un mouvement culturel, démocratique, social, avec des grandes faiblesses. Je voudrais, mais comme je le dis, mais ils sont pas à gauche. Leur problème, je vais vous dire, leur problème, c'est d'être capable d'articuler ce qu'ils proposent, ce qu'ils disent, ce qu'ils discutent, c'est ça le plus intéressant, ce qu'ils incarnent de plus citoyen, de l'articuler à quelque chose qui serait au niveau politique. Et comme ils ne le trouvent pas, parce que c'est pas au PS ni chez les Verts qui vont vraiment le trouver, qu'est-ce qu'ils font? Ils risquent d'être par l'extrême gauche ou par Mélenchon. Je lisais, je ne sais plus où, que pratiquement tous les jours, Olivier Besancenot vient voir ce qui se passe sur le terrain. Bon, et donc, c'est un mouvement qui a deux problèmes. C'est pas un mouvement politique en lui-même, mais est-ce qu'il est capable de monter aux politiques, ou comment dirais-je, un peu comme en Espagne avec Podemos, est-ce qu'il est capable donc de donner naissance en quelque sorte à une force politique, premièrement, et deuxièmement, est-ce qu'il est capable d'éviter que cette force politique, ce soit du gauchisme, parce que ce serait sa mort. Voilà comment je vois ce mouvement. On a même vu des comportements d'intolérance lorsque tel ou tel intellectuel, avec lequel vous n'êtes pas d'accord, est venu et il n'a pas pu même, il ne voulait pas prendre la parole, mais même être là, je pense, à Finkielkraut, il y a des signes d'intolérance aussi. Bah, écoutez, qu'est-ce qu'il allait faire là, Alain Finkielkraut? Il a le droit, enfin... Ah non, mais je lui reproche, bien sûr qu'il a le droit, mais enfin... bon, c'est comme si moi j'allais à un meeting du Front National, j'ai peut-être le droit, mais bon. Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est un mouvement qui a plein de faiblesses. Si on commence à regarder les faiblesses, les violences tout autour, les débats un peu répétitifs ou un peu foireux, parce que, bon, bien sûr, tout ça. Mais je pense que si on veut réfléchir à la capacité de notre société de se renouveler, de se réveiller, il faut faire confiance à ce genre de mouvement. Philippe Ricard. Non, mais peut-être un peu pour poursuivre. Quand vous regardez la scène politique européenne et notamment les mutations de la gauche, ça vous inspire ce qui se passe en Grèce, par exemple, avec Syriza et Tsipras, ce qui se passe en Espagne avec Podemos et Iglesias, ou alors ce qui se passe au Royaume-Uni chez les travaillistes? Vous voyez des sources d'inspiration pour une forme de gauche renouvelée à la française? Alors, ce qui
il y a plusieurs choses. L'expérience grecque, c'est quand même sur fond d'une crise terrible et de difficultés à gérer la participation à l'Europe. Enfin, c'est quelque chose d'à part qui ne me semble pas pouvoir nous aider à réfléchir sur notre expérience française. Par contre, je regarde d'autres expériences. Si je regarde États-Unis et Royaume-Uni, Sanders et Corbyn. Là, je vois que ce qui remonte, en quelque sorte, c'est une certaine radicalité. C'est une gauche qui se redurcit. Avec, chez Corbyn, un point supplémentaire qui est, c'est pour ça que la liaison avec Nuit debout n'est pas inintéressante, oui, Occupy Wall Street a disparu comme mouvement, mais les idées, les sensibilités qu'exprimait Occupy Wall Street, on les retrouve chez Sanders. Donc il et peut finalement avoir assez forte même. Exactement. Il est presque en mesure d'amener le pion à Hillary Clinton. Enfin, exactement. En tout cas, il est un second. challenger réel. Mm-hmm. Bon. Angleterre, il y a un petit peu de ça aussi, une sorte de radicalisation. Bon, est-ce que tout ça peut servir de modèle à la France? Dans ce cas-là, ce serait tout le contraire de ce qu'on voit aujourd'hui avec Valls ou Macron. Est-ce que Nuit debout a à voir avec ce qui se passait au moment des forums sociaux mondiaux? Vous savez, la tentation altermondialiste. Il y a tout un mouvement comme ça qui a prospéré dans les années 90. Il y a eu un coup d'arrêt après le sommet de Gênes, très précisément en 2001, quand on a commencé d'ailleurs à prendre le prétexte aussi de la chasse aux terroristes pour faire la chasse aux militants. Est-ce que c'est une résurgence du mouvement altermondialiste, avec un désir de participation? Alors, moi, je vous suis. Volontiers, j'irai pas résurgence, parce que ça voudrait dire que c'est les mêmes qui circulent dans des rivières souterraines, et puis brusquement, paf, ça non, mais rejaillit. Besancenot, il était aussi dans le mouvement altermondialiste. Voilà, mais en même temps, le mouvement altermondialiste n'est pas trotskiste, même si il a laissé s'exprimer des gens comme Besancenot. Et donc, oui, je vais vous le dire un tout petit peu avec d'autres mots, mais c'est cette idée, je pense. Oui, c'est la même famille de luttes. Ce sont des luttes qui ont d'abord une ouverture mondiale, qui ne sont pas enfermés sur le seul pays où elles ont lieu. Ce sont aussi des mouvements qui essayent d'inventer des nouvelles formes de s'exprimer, de prendre des décisions, de voter, de réfléchir. C'est cette famille, vous avez raison. Et là, il y a un grand danger qui guette aussi Nuit debout, c'est le souverainisme. Parce que ces mouvements altermondialistes ne disent pas nous sommes contre la mondialisation, altermondialiste. Oui, nous voulons une autre mondialisation. Alors que si Nuit debout était captée en quelque sorte par la pensée souverainiste qu'incarne Jean-Luc Mélenchon, alors là, ça deviendrait le contraire de l'altermondialisme. Vous le disiez il y a quelques instants, la France va célébrer le 80e anniversaire cette semaine du fameux Front populaire, donc de la gauche en 1936. Ça va être quelque chose d'important pour la classe politique de se référer à ce grand moment? Écoutez, je trouve que le gouvernement et le chef de l'État devraient être extrêmement attentifs à ce qu'ils vont nous dire. Parce que 36, c'est quoi? C'est un très puissant mouvement social qui trouve son relais, en quelque sorte, au niveau politique, qui oblige les partis politiques à se mettre d'accord, ou qui fonctionne parce que les partis politiques communistes et socialistes se sont mis d'accord. Les radicaux, d'ailleurs, se sont affaiblis dans ce contexte-là, à l'époque. Et c'est un mouvement qui incarne l'unité, incarne le mouvement social et incarne des formidables progrès sociaux. Alors, je ne vois pas comment, après tout ce qu'on a vécu depuis 2012, l'élection de François Hollande, je ne vois pas comment un gouvernement ou un chef d'État pourrait, comment dirais-je, revendiquer une sorte de continuité avec 36, parce que l'unité, je ne la vois pas. Je vois au contraire la primaire refusée par les socialistes ou les communistes ou les écologistes, chacun son tour. Donc l'idée même d'aller ensemble aux élections, c'est pas tout à fait le chemin qui est pris. Et deuxièmement, le mouvement social, je trouve que ce pouvoir, il est plutôt contre qu'avec. Merci Michel Lurca d'être venu sur le plateau d'International en ce 1er mai de tous les symboles, effectivement où l'extrême droite défile dans Paris et où en effet, vous l'évoquez aussi, c'est la fête des travailleurs. Je rappelle le titre de votre livre, Le séisme, donc qui envisage cette hypothèse. On pourra le consulter et voir, on se reverra dans un an pour voir ce qui s'est passé. Merci d'avoir été avec nous. Excellente suite de programmes sur les antennes de RFI et de TV5 Monde et bonne lecture de notre partenaire, le quotidien Le Monde.